mesdames, messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Une base de l'armée kenyane a été attaquée ce vendredi matin en Somalie. Les islamistes Shebab ont revendiqué cet assaut d'envergure de la base de Kolbio, qui abrite des soldats de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Le camp est situé près de la frontière kenyane, dans la région somalienne du Lower Juba. Comme à leur habitude, les assaillants ont d'abord lancé leur offensive en faisant exploser une voiture pour forcer l'entrée du camp. Des combattants ont ensuite attaqué la base. Le bilan de l'attaque diverge selon les sources. Les Shebab annoncent avoir massacré 65 infidèles kenyans et s'être emparés de véhicules et d'équipements militaires. Le porte-parole de l'armée kenyane affirme quant à lui que l'attaque a été repoussée et que les soldats ont tué un grand nombre de terroristes. L'armée ajoute que les déclarations des Shebab sont fausses et ne servent qu'à alimenter leur propagande. La mutinerie aura sûrement été l'inspiratrice majeure des grands bouleversements intervenus à la tête des forces armées ivoiriennes. Quelques 2 semaines après le limogeage du chef d'état-major général Soumaïla Bakayoko, du commandant de la gendarmerie Gervais Kouassi et du directeur général de la police Brendoum Bia, d'importants changements ont été opérés jeudi soir par le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs nominations essentielles ont été faites sans grand étonnement, notamment celle des lieutenants-colonels Chérif Ousmane et Isiaka Ouattara Diouatao, promus respectivement commandants du 1er bataillon de commandos et de parachutistes et de la garde républicaine. Ces 2 autorités sécuritaires ont activement pris part aux discussions aux côtés du ministre ivoirien de la Défense Alain Richard Donvaï à Abouaké, centre du pays, lors des mouvements d'humeur des 8500 militaires, singulièrement pour primes impayées. D'autres patrons ont été remplacés à la tête d'importants commandements. Ces bouleversements enregistrés quelques semaines après les mutineries de militaires, de gendarmes et de sapeurs-pompiers civils sont la conséquence retardée, selon nos sources, de la silencieuse colère du chef suprême des armées Alassane Ouattara contre plusieurs patrons de cette institution sécuritaire. Toutefois, cette situation repositionne les hommes du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dont presque tous les ministres, plus de 4, ont été remerciés à la suite de la formation de nouveaux gouvernements. Chérif Ousmane, Isiaka Ouattara Diouatao et d'autres chefs restés en place, dont le lieutenant-colonel Touré Hervé, patron du 3e bataillon d'infanterie ou nouvellement nommé à la tête de certains commandements de l'armée, sont demeurés très proches de M. Soro depuis l'ex-rébellion éclatée en 2002. Depuis plusieurs jours, une rumeur agite la toile au sujet du président du Nigeria. Alimentée par un article publié le 20 janvier sur un site pirate du tabloïd anglais Metro UK, elle annonçait le décès de Muhammadu Buhari. Jeudi, le gouvernement nigérian a démenti la nouvelle. Le chef de l'État serait même en pleine forme. Le communiqué du ministère nigérian de l'Information précise que M. Buhari est à Londres, où il passe 10 jours de vacances. Le président âgé de 74 ans y subirait également des examens médicaux de routine. Un démenti similaire a également été communiqué par le porte-parole de la présidence du Nigeria. La santé de M. Buhari fait couler de l'encre depuis un moment déjà. Pendant sa campagne électorale en 2015, ses adversaires lui attribuaient un cancer de la prostate, affirmation démentie par l'intéressé. En juin 2016, le président s'était en revanche rendu à Londres pour officiellement se faire soigner d'une infection de l'oreille interne. De retour en Gambie, après 11 jours d'exil au Sénégal, le nouveau président gambien est désormais confronté à de nombreux défis. Après 6 semaines d'une crise politique à rebondissement, le pays doit trouver les clés de son émancipation après 22 ans de règne sans partage de Yahya Jammeh, vaincu aux urnes le 1er décembre. Pour établir un état de droit, Adama Barrow devra commencer par former son gouvernement. Politiques et technocrates feront l'état des lieux de tous les ministères et de leurs caisses. La nouvelle administration devra aussi décortiquer le système très opaque mis en place par l'ancien président. M. Barrow devra également réparer l'erreur du choix de sa vice-présidente. Une limite d'âge dans la Constitution empêche en principe Fatoumata Jallow Tambadjang d'occuper ce poste. Parmi les priorités du chef de l'État, il y aura aussi la libération de tous les détenus emprisonnés sans jugement, dont des prisonniers politiques. Autre chantier, réformer les forces de sécurité gambiennes et former une armée républicaine. Adama Barrow devra enfin reconstruire les bases d'une économie solide. Il faudra rééquilibrer la balance commerciale déficitaire, relancer le tourisme en crise depuis l'épidémie d'Ebola il y a 2 ans. M. Barrow devra aussi réduire l'endettement du pays, supérieur à 100%. Quant aux forces de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest présentes en Gambie depuis l'imbroglio politique créé par Yahya Jammeh, elles seront réduites.
Le commandement des troupes de la CEDEAO a annoncé ce vendredi que sa mission déployée en Gambie entamera une réduction progressive de ses effectifs. D'après le général sénégalais François Ndiaye, la décision de diminuer le nombre de soldats de la MISEGA est consécutive au retour du président Adama Barrow à Banjul, mais surtout à une appréciation positive de la situation sécuritaire dans le pays. L'opération avait été lancée par la CEDEAO le 19 janvier, peu après la prestation de serment d'Adama Barrow dans l'ambassade gambienne à Dakar, au Sénégal. Elle devait assurer la sécurité de la Gambie avant le retour de M. Barrow. Également de retour dans son pays, l'ancien Premier ministre du Soudan, Sadek Al-Mahdi. C'est après 30 mois d'exil volontaire, principalement au Caire en Égypte, que M. Mahdi est finalement rentré à Khartoum jeudi. L'annonce du retour de l'opposant historique a été faite par sa fille Myriam, vice-présidente de son parti, l'Oumma, la Nation. Aucune information n'a en revanche été donnée sur les raisons ou sur les conditions de ce retour. L'ancien Premier ministre avait quitté le Soudan en août 2014 après avoir été emprisonné. Sadek Al-Mahdi avait accusé une unité paramilitaire d'exaction au Darfour. Sous le coup d'une enquête pour des accusations de trahison, il risquait la peine de mort en cas de condamnation. Après d'importantes manifestations demandant la chute du gouvernement, M. Mahdi avait finalement été libéré sur instruction du chef de l'État, et ce après 1 mois de détention. Le 28e sommet de l'Union africaine se tiendra lundi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. En amont de cette grande rencontre, certains chefs d'État de l'organisation panafricaine étaient au Congo ce vendredi. Après des années de silence, une partie de l'UA est rassemblée à Brazzaville au sujet de la crise libyenne. Le président Denis Sassou Nguesso a convoqué cette réunion en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le comité est composé de 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie et le Congo. Son objectif lors du sommet de Brazzaville, parvenir à réconcilier l'Est et l'Ouest de la Libye et afficher l'unité de l'Afrique sur ce dossier. L'un des principaux chantiers de cette rencontre est d'inclure l'ensemble des pays frontaliers de la Libye au sein du Haut Comité de l'UA. Il pourrait donc passer de 5 à 11 membres. Traversons la frontière. En République démocratique du Congo, un compromis vient d'être trouvé au sujet de la composition du futur gouvernement. Un accord conclu jeudi par toutes les parties prenantes aux négociations a défini que le gouvernement d'union comptera 53 membres. La répartition des portefeuilles ministériels sera la suivante. La majorité présidentielle aura 21 membres, le rassemblement de l'opposition 16. Quant à l'aile de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre, elle bénéficiera de 11 portefeuilles. Parmi les 5 postes restants, 3 reviendront à l'opposition menée par le président du Sénat, Léon Kengo, et 2 à la société civile. Les discussions se poursuivent sur la question délicate du mode de désignation du futur Premier ministre. L'accord prévoit que le chef du gouvernement sera issu du Rassemblement, la plateforme d'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Si la coalition souhaite ne proposer qu'un seul nom au président, la majorité désire, elle, que l'opposition soumette une liste de 3 à 5 noms. Les dénonciations d'agressions sexuelles en République centrafricaine continuent d'émerger. La dernière en date émane d'une enquête menée dans le pays par des journalistes de la BBC. Selon le médium britannique, les forces ougandaises présentes dans le pays ont commis des viols et exploité sexuellement des jeunes filles et des femmes. Certaines auraient été forcées à se prostituer ou à devenir des esclaves sexuels pour les soldats ougandais. L'un des auteurs du document a précisé que ces allégations proviennent à la fois des Nations Unies, de dirigeants locaux, mais aussi de certaines des victimes présumées. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à la poursuite des soldats sur qui des preuves d'actes répréhensibles existent. Côté ougandais, les autorités ont fermement récusé le rapport. L'armée ougandaise a répliqué qu'elle avait fait ses propres investigations et qu'elle n'avait trouvé aucune preuve des crimes dont ces éléments sont accusés. NTB, deuxième étape de la tournée africaine de Christine Lagarde. La directrice du Fonds monétaire international était en Ouganda jeudi après avoir démarré ses visites sur le continent en République centrafricaine. De manière générale, à l'issue de ses premières visites sur le continent, Mme Lagarde a tenu à saluer la vitalité dont fait preuve l'Afrique et comment ses habitants ont massivement amélioré leurs conditions de vie et fait chuter leur niveau de pauvreté. Lors de sa présence en Ouganda, la directrice du FMI a salué la réduction du niveau de pauvreté du pays. Son taux est passé de 90% en 1990 à environ 35% actuellement.
En conférence de presse avec le président Yoweri Museveni, Mme Lagarde a également déclaré que la clé principale de la croissance de l'Ouganda était le développement des infrastructures. Un chantier en cours dans le pays et que la directrice du FMI a salué. L'Ouganda est à l'heure où il peut vraiment grandir sensiblement. Il peut répondre aux besoins de sa population si les bonnes priorités sont choisies. Nous avons discuté du développement de l'infrastructure, ce qui est essentiel. C'est l'un des principaux freins qui doit être résolu et traité avec une mise en œuvre solide, avec responsabilité et efficacité. La stabilité macroéconomique est un facteur clé qui est pris en compte par les investisseurs, par les prêteurs, qu'ils proviennent du secteur privé ou qu'ils proviennent d'institutions bilatérales, multilatérales ou encore d'autres pays. Il y a beaucoup de financements disponibles et ces financements vont vers les projets susceptibles de rapporter de l'argent, ceux qui sont gérés de façon disciplinée, rigoureuse et bien mise en œuvre. C'est une première depuis le début de la crise politique au Burundi. Plus de 300 militants d'opposition ont été libérés lundi. Les prisonniers ont été relâchés dans le cadre d'une grâce présidentielle. La mesure concernera à terme 2500 détenus, le quart de sa population carcérale. Objectif, désengorger les prisons du pays. La grâce a été saluée par l'Union européenne pour qui la mesure va dans le sens de l'apaisement au Burundi. Parmi les 300 premières personnes libérées figurent 58 militants arrêtés lors d'une manifestation interdite et violemment réprimée par la police burundaise en mars 2014. Ils avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à la perpétuité. D'autres graciés avaient été arrêtés pour leur participation aux manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Honorer la mémoire de Kingdika Pondo Akwa, éclairer l'opinion nationale et internationale sur la valeur héroïque de son combat, mais aussi et surtout faire partager à tous les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora les moments forts de cet hommage comme une contribution à la construction d'une mémoire collective indispensable à la solidification de la nation. Tels sont les objectifs de la célébration du 100e anniversaire du décès de Kingdika Pondo Akwa, le signataire plénipotentiaire du traité germano-camerounais du 12 juin 1884, traité qui est le point de départ de l'émergence du Cameroun à l'international et surtout la constitution progressive de la nation camerounaise. Il s'agit de l'hommage solennel à l'un de ces illustres souverains, Kingdika Pondo Akwa, à l'occasion du centenaire de sa disparition en exil le 6 décembre 1916. Signataire plénipotentiaire du traité germano-camerounais du 12 juillet 1884, mais aussi et surtout pionnier de la résistance camerounaise à l'impérialisme. Cet hommage vise à mettre en exergue et entretenir la valeur héroïque de son combat et contribuer à la constitution et à la consolidation de la mémoire collective nationale au moment où le Cameroun peine à reconnaître ses héros nationaux. L'hommage que nous souhaitons lancer au Kingdika Pondo est aussi un appel, une adresse à l'État du Cameroun pour qu'il relaie de manière suffisante, de manière efficiente ce commencement, de manière à ce que le Kingdika Pondo soit reconnu comme une figure historique nationale. Né en 1836, Kingdika Pondo Akwa accède au trône des Akwa en 1878 à l'âge de 42 ans. Le 12 juin 1884, il signe comme plénipotentiaire le traité germano-camerounais. En 1902, il initie une mission des chefs Douala en Allemagne pour dénoncer le non-respect des actes du traité. Il est arrêté en 1911, destitué de son trône, envoyé en exil à Campo et flagellé à mort en 1916. Cette commémoration sonne alors comme une alerte afin qu'à l'avenir, les jeunes générations puissent retrouver leurs repères. Au nord du continent, le 23e congrès de l'UGTT en Tunisie s'est clos jeudi avec l'élection de son nouveau secrétaire général. Noureddine Taboubi est le nouveau patron du puissant syndicat tunisien, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2015.
Monsieur Taboubi succède à Houssine Abbassi, qui aura dirigé la centrale pendant la période post-révolution de Jasmin en 2011. Au cinéma, le prochain super-héros Marvel sera afro-descendant. Black Panther, dont le tournage débute actuellement aux États-Unis et en Corée du Sud, aura pour acteur principal Chadwick Boseman. L'acteur incarne T'Challa, prince du Wakanda, et l'un des héros des bandes dessinées Marvel depuis les années 60. Plusieurs autres grands acteurs afro-américains sont au casting de ce nouveau film de super-héros. Michael B. Jordan, acclamé dans le dernier numéro de Rocky, Creed, et les Oscarisés Lupita Nyong'o et Forest Whitaker, ainsi qu'Angela Bassett et Sterling K. Brown. La réalisation du film qui sortira en février 2018 a été confiée à un autre afrodescendant, Ryan Coogler, jeune prodige de 30 ans. Après le film Queen of Katwe l'an dernier, sur une championne d'échecs ougandaise surdouée, et le dernier Star Wars Rogue One avec un casting multiethnique, Hollywood fait-il amende honorable après avoir été taxé de racisme? Un premier élément de réponse avec la prochaine cérémonie des Oscars. Critiqué à plusieurs reprises ces dernières années pour le manque de diversité de ses sélections, l'Institut bat cette année un record d'acteurs afrodescendants nommés. Un mot de football à présent. Au Gabon, le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations débute samedi à Libreville par la rencontre entre le Burkina Faso et la Tunisie. Les étalons burkinabés, finalistes de la compétition en 2013, tenteront de se qualifier pour les demi-finales face aux Aigles de Carthage, vainqueurs en 2004. En 1998, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées au même stade de l'épreuve lorsque le Burkina Faso organisait la CAN. Victoire des étalons au tir au but cette année-là. Samedi, la Tunisie pourra compter sur ses atouts offensifs, Naïm Sliti et Youssef Msakni, qui font partie de l'équipe type du premier tour publié par la Confédération africaine de football. Avec 3 buts encaissés depuis le début du tournoi, le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a travaillé sur ce secteur du jeu autour de Bakary Koné. Écoutons la réaction du joueur en conférence de presse. Bien sûr qu'ils ont réussi à marquer si vite contre des équipes différentes. Et nous, on a le Burkina Faso. On a une solidité défensive, on va compter sur ça pour pouvoir les contrer et les battre à notre tour aussi. On est monté petit à petit, on s'est adapté comme on vous l'a dit. Il y avait des joueurs qui découvrent la CAN, qui étaient à leur première participation. Aujourd'hui on est en quart de finale. J'espère qu'ils vont être à la hauteur et ils vont vraiment monter leur niveau de jeu. Toujours samedi, la deuxième place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations se disputera entre les Lions du Sénégal et ceux du Cameroun, à Franceville. Avec 2 victoires et 1 nul au premier tour, le Sénégal est favori contre un Cameroun plus modeste, avec une équipe rajeunie. Les deux équipes avaient joué la finale 2002 au Mali, une finale perdue par le Sénégal de l'actuel sélectionneur Aliou Cissé. Ménagé lors du 3e match de poule, le milieu de terrain Sadio Mané revient dans l'équipe du Sénégal, qui fera face au gardien camerounais Fabrice Ondoa, héroïque devant le Gabon dimanche dernier. En conférence de presse, le lion indomptable Adolphe Teike et le sélectionneur Hugo Bross ont renvoyé la pression sur le Sénégal. Aujourd'hui, au vu des qualifications et des matchs de poule, et pour la CAN 2017, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les stats qui le disent. Le Sénégal est favori par rapport au Cameroun et ce n'est pas pour moi une façon de mettre la pression. Les stats sont là, tout le monde les voit et ce n'est pas Adolphe Teike qui dit que le Sénégal est favori, mais les stats le prouvent. Nous sommes très contents d'être en quart de finale. Il y avait 7 ans que le Cameroun a encore été dans un quart de finale de la CAN. Donc, quand tu fais un exploit pareil, tout le monde a confiance et tout le monde a le bon esprit. No, there is no pressure. Nous n'avons pas de pression. La pression est plus sur le Sénégal. Comme vous l'avez vu, ils ont terminé premier de leur groupe avec des équipes comme la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie. Ils n'ont fait qu'un seul match nul. Vous êtes donc forcé de dire que cette équipe sera favorite samedi. Mais en football, le favori ne gagne pas toujours. Côté sénégalais, on se prépare sur le terrain mais aussi en dehors. Côté sportif, l'équipe d'Aliou Cissé se dit prête à écrire sa propre histoire. Dans les rues de Franceville, la communauté sénégalaise implantée au Gabon veille, elle, à ce que l'accueil de ses compatriotes venus supporter les Lions de la Teranga se passe au mieux. Les activités, c'est d'abord la mobilisation d'abord des supporters, savoir s'ils sont bien dans leur site d'hébergement. Si quelqu'un est malade ou autre chose, là, il faut qu'on s'en occupe très vite.
et aussi de leur nourriture et tout. Voilà, en quelque sorte, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Vous allez voir une très belle prestation du Sénégal sur les gradins et une grande prestation de nos joueurs sur le terrain. Le tout combiné va aboutir à la victoire finale. Donc ils sont favoris, ne serait-ce que par rapport au palmarès, ils sont favoris. Mais pour le match de samedi, non, ils seront domptés. Ils sont les lions indomptables, mais ils seront domptés par les lions de la Teranga. Vraiment une confiance au niveau de mes joueurs, parce qu'en gagnant, bien sûr que vous emmagasinez énormément de confiance. Mais cette confiance-là, c'est pas une arrogance. Nous savons aussi que l'équilibre est très fragile. Pour passer et pour que cette génération-là, à un moment donné, progresse et passe un cap, il est impératif de passer le match de demain. Donc nous y préparons et on verra après les demi-finales, on verra la finale. Mais pour l'instant, le match le plus important aujourd'hui, c'est le match de demain. L'équipe du Cameroun n'est pas si jeune que ça. Elle a quand même du vécu, elle a de l'expérience, elle a de très grands joueurs. Aujourd'hui, sur le plan mental, on connaît la force mentale du Cameroun. Mais dans ce sens-là aussi, le Sénégal a beaucoup progressé aussi. On a le devoir d'écrire notre propre histoire, le devoir de mouiller le maillot national pour notre peuple. C'est la rencontre République démocratique du Congo-Ghana qui ouvrira le programme de dimanche pour la deuxième journée des quarts de finale de la CAN 2017. Au stade d'Oyem, ce match entre Léopard et Black Star sera une opposition attaque contre défense. La République démocratique du Congo a marqué 6 fois en 3 matchs, tandis que le Ghana n'a pris qu'un seul but lors du premier tour. Des joueurs sont incertains dans les deux équipes. Asamoah Gyan, côté Ghana, victime d'une contusion à la cuisse. Chez les Congolais, Chancel Mbemba souffre du genou. Le sélectionneur Florent Ibenge évalue son adversaire de dimanche avant de faire un point sur son effectif. Maintenant, place au Ghana devant nous, qui est un des favoris logiques. Ils ont une régularité du diable à ce niveau de la compétition. Donc voilà, un adversaire très 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 fort. Bon, à nous de nous mettre au diapason pour nous retrouver à France. Là, c'est vraiment le grand problème. On a pu récupérer Fabrice Ntsakala, mais vous savez, quand vous êtes arrêté comme ça, il faut reprendre un petit peu les entraînements pour revenir au niveau. Mais les autres n'ont pas encore repris. Il y a Ikoko qui n'a pas repris ne fût-ce qu'un bout de course. Il va essayer aujourd'hui. Et il y a Zakwani, la même chose. Magoma est là aujourd'hui, on va voir ce qu'il va un petit peu faire. Et cerise sur le gâteau, on a perdu Chancel Mbemba. On est une équipe surprenante, je vais pas arrêter de le dire. Donc voilà, le coach va concocter une bonne tactique et on va rentrer sereinement. Et en plus, on a un jour de plus de repos qu'eux, donc voilà, un avantage. Et il n'y a pas que les Européens qui apportent quelque chose à cette équipe-là. Je pense que les locaux aussi apportent beaucoup. Et puis voilà, on a fait jouer 21 joueurs, je pense. C'est l'une des rares équipes à avoir fait ça. Donc ça prouve que voilà, il y a de la qualité, le groupe est homogène et puis on va continuer comme ça. Et je peux vous dire que dimanche, on ne va rien lâcher et on ira jusqu'au bout. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour votre prochain Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.